Analyse de la pleine lune du 14 mars 2025 à 7h54, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de pleine lune et qui coïncide avec une éclipse lunaire totale. Donc ce moment ne marque pas seulement une étape intermédiaire depuis la dernière nouvelle lune en Poisson qui était sous l'influence d'un carré à Jupiter et portait déjà une signature d'excès et d'intensité. Cette première éclipse dans l'axe Vierge-Poisson est un véritable tournant, car c'est la première depuis que les nœuds lunaires se sont placés dans ces signes. Donc elle inaugure une nouvelle dynamique karmique et qui va imprégner les mois à venir. En d'autres termes, c'est le point de départ où nous devrons apprendre à naviguer dans ces énergies complexes, à comprendre leurs exigences et à trouver un moyen de garder le cap malgré la pression ambiante, la confusion générale et l'hystérie qui peuvent facilement nous submerger. Alors cette éclipse n'apporte pas simplement un obscurcissement temporaire, elle symbolise une remise en question de nos repères émotionnels. Ici, avec la lune en Vierge, cette lucidité pragmatique, qui nous est habituellement accessible, elle semble soudain nous échapper. Le défi est forcément de taille. Comment avancer lorsque ce qui nous guide habituellement est temporairement hors de notre portée ? Eh bien, c'est précisément sur ce terrain que nous allons travailler, en explorant les multiples facettes de cette configuration. En nous plongeant dans cette analyse, nous chercherons à mieux comprendre les défis individuels et collectifs qu'elle soulève. Nous verrons aussi comment ces énergies, bien qu'intenses, peuvent devenir des tremplins pour des prises de conscience plus profondes, à condition bien sûr que nous acceptions de les aborder avec courage et clarté. Alors, sans plus attendre, accordons-nous ce temps de réflexion, ouvrons notre esprit et commençons par décrypter le degré sabiant de cette éclipse. La pleine lune se trouve sur le 23e degré 57 de la Vierge. Son degré sabiant nous dit Marie et son petit agneau. La dominante est la nécessité de conserver une simplicité vibrante et pure au cœur de son être face aux multiples épreuves de l'existence. Cette image évoque immédiatement une scène de douceur et de soin. Mais il ne s'agit pas simplement d'une allégorie de protection. Ce symbole porte une charge beaucoup plus profonde. L'agneau, fragile et dépendant, représente tout ce qui est en germe, tout ce qui n'a pas encore été façonné, et surtout tout ce qui peut être détourné de sa trajectoire si l'on n'y prête pas attention. Il s'agit d'un potentiel pur, mais vulnérable. Et la manière dont nous choisissons de le guider peut faire toute la différence. Le moment de cette éclipse est crucial. Nous sommes dans l'axe Vierge-Poisson, entre une énergie de discernement, de précision, et une énergie de dissolution et d'abandon. Dans cet espace, l'agneau n'est pas seulement un symbole de simplicité ou d'innocence, il est aussi une métaphore du futur bélier qui pointe à l'horizon. Car à l'aube de ce nouveau cycle, qui verra déjà la prochaine nouvelle lune en bélier, et donc l'éclipse solaire, mais également Saturne et Neptune qui se joindront en bélier dans quelques mois, eh bien cet agneau symbolique préfigure ce que pourrait devenir cette énergie initiale du zodiaque. C'est une invitation à réfléchir à la qualité de cet élan. Sera-t-il le bélier brut, réactif, belliqueux, ou un initiateur plus conscient et plus en accord avec des valeurs profondes et universelles ? Le degré sabiant parle d'innocence, mais cette innocence ne doit pas être confondue avec une naïveté aveugle. Il s'agit d'une innocence éclairée, qui comprend les luttes de l'existence, mais choisit de ne pas s'y enliser. C'est donc une innocence active, un rappel que la pureté ne signifie pas ignorance, mais plutôt fidélité à un idéal plus élevé. Alors, dans notre monde actuel, ce message résonne de manière particulière. Nous vivons à une époque où le conflit et la division sont omniprésents, où l'on nous pousse à choisir des camps, à prendre parti, souvent sans véritable réflexion. Dans ce climat, l'agneau devient un test. Va-t-il être sacrifié sur l'autel de la discorde, ou va-t-il grandir pour devenir une force capable de transcender ces clivages ? Le lien avec la Vierge est essentiel. Ce signe qui aime la clarté, le détail, le service,
nous rappelle que prendre soin d'un potentiel naissant demande de l'attention et de la précision. Ce n'est pas un acte passif. La Vierge analyse, trie, met de l'ordre, elle offre un cadre dans lequel l'agneau peut devenir quelque chose de plus grand, mais ce cadre ne doit pas être trop rigide non plus. Il ne s'agit pas d'enfermer, voire d'étouffer ce qui est encore en devenir, mais plutôt de fournir un espace sûr, une sorte de matrice dans laquelle l'énergie nouvelle pourra croître de manière équilibrée. Alors, dans le contexte collectif, ce degré nous pose une question fondamentale. Que faisons-nous de nos ressources naissantes et de nos idéaux en gestation ? Quelle direction voulons-nous donner à cet agneau symbolique qui représente nos futurs élans, nos futurs choix et nos futures actions ? Les discours dominants, souvent remplis de propagande ou de rhétorique guerrière, cherchent à transformer cet agneau en un combattant aveugle, un bélier prêt à foncer sans réflexion. Mais le degré Sabian nous invite à une autre voie, celle de la responsabilité, du soin, de la bienveillance éclairée. Il nous demande de considérer nos actes avec discernement, de choisir nos batailles non pas sur un coup de tête, mais en accord avec un principe supérieur. Cet agneau n'est pas qu'un symbole de douceur, il est une métaphore de la potentialité humaine et collective. Si nous le négligeons, il risque de se perdre dans des querelles inutiles et des conflits stériles, mais si nous en prenons soin, si nous lui offrons le cadre nécessaire pour grandir, il peut devenir une force transformatrice. Il peut incarner un nouveau type de courage, non pas celui qui écrase ou domine, mais celui qui éclaire, qui inspire, qui ouvre des voies nouvelles. Nous sommes donc ici confrontés à une responsabilité majeure qui demande à réfléchir sur ce que nous faisons des énergies naissantes dans nos vies et dans le monde. Allons-nous laisser cet agneau devenir un instrument de lutte brutale, ou allons-nous l'élever, le guider pour qu'il devienne une lumière dans l'obscurité, un initiateur de renouveau, et non un simple outil de destruction ? Le choix nous appartient, et c'est un choix qui doit être fait en conscience, avec patience, et surtout, avec une clarté intérieure à toute épreuve. La terre de la Vierge, habituellement synonyme de sécurité et de clarté, se retrouve lors de cette première éclipse lunaire totale, plongée dans un brouillard émotionnel. Ce qui fait la force du signe, sa capacité à anticiper, à structurer, à organiser avec précision pour maintenir un sentiment de maîtrise, est soudainement obscurci. En réalité, l'éclipse semble temporairement retirer cette lumière ordonnée, cette faculté de discerner chaque détail, de faire correspondre chaque élément de manière harmonieuse. C'est donc un moment où tout ce qui semblait évident dans le domaine de l'organisation et du pragmatisme devient incertain, voire totalement confus. Nous entrons donc dans une phase où nous sommes confrontés à un défi fondamental, la remise en question des certitudes sur lesquelles nous appuyons notre quotidien. Lorsque la Vierge perd sa clarté habituelle, cela affecte bien plus que nos routines individuelles. Cela nous interroge sur nos structures collectives, sur la manière dont nous veillons à la santé, au bien-être, aux services que nous rendons les uns aux autres. Le soin, le soutien, les mécanismes qui permettent de maintenir un tissu social cohérent sont également éclipsés dans ce contexte. Nous sommes invités à considérer ce que signifie véritablement prendre soin, non seulement de soi-même, mais aussi des autres, et à réfléchir à comment nous vivons ensemble. Dans ce moment d'obscurité, l'incertitude s'installe. Nos émotions peuvent vaciller face à l'imprévisibilité, nous pourrions ressentir une anxiété accrue, un doute sur la direction à prendre, un sentiment que nos efforts pour tout anticiper, tout contrôler ne portent plus leurs fruits. Et c'est ici que le nœud sud en Vierge joue son rôle. Il met en lumière les excès du signe, son penchant pour le perfectionnisme, pour la critique parfois paralysante, pour une rationalisation excessive qui, au lieu de rassurer, peut renforcer un sentiment d'impuissance. Ce nœud sud amplifie temporairement ces travers, nous forçant à reconnaître combien ces mécanismes, bien qu'ils aient pu nous protéger par le passé, ne sont plus adaptés à la complexité du moment présent. Par ailleurs, il est crucial de comprendre que cette éclipse touche tout le monde, y compris ceux qui prétendent avoir une vision claire ou des solutions toutes faites. Ceux qui s'avancent avec des plans trop rapides ou trop simples se retrouvent eux aussi dans cette pénombre collective. Nous ne devons pas confondre assurance et vérité,
bien au contraire. La lumière éclipsée de la Vierge indique que pour l'instant, personne ne détient toutes les réponses. Nous sommes tous plongés dans ce processus, sans exception. Alors face à cette situation, la peur est une réaction naturelle. Mais c'est précisément ce à quoi nous ne devons pas céder. La peur, si elle prend le dessus, nous éloigne de notre pouvoir. Elle nous paralyse, nous rend manipulables, prêts à suivre n'importe quelle direction simplement pour retrouver un semblant de sécurité. Mais si nous restons centrés et si nous acceptons ce moment comme une pause nécessaire, alors nous reprenons notre pouvoir. N'oublions jamais que sans peur, nous devenons intouchables. Cette éclipse, malgré son obscurité, est donc une opportunité. C'est une invitation à lâcher les mécanismes de contrôle excessif, à dépasser les critiques stériles, à retrouver une foi en ce qui nous relie tous. Une humanité capable de s'adapter, de se réinventer, de choisir des chemins plus alignés avec nos valeurs les plus profondes. Plutôt que de chercher à tout réparer immédiatement, cette phase nous demande d'observer, de ressentir et d'intégrer ce qui émerge, même dans l'incertitude. Ce n'est qu'en traversant cette ombre sans crainte que nous pourrons retrouver une lumière plus authentique et poser des bases solides pour l'avenir. Alors, plaçons tout d'abord cette pleine lune conjointe au nœud sud en Vierge et à l'opposition, le Soleil en Poisson, accompagné du nœud nord, mais également de Saturne, tout près du Soleil, ainsi que de Neptune sur le dernier degré des Poissons. Donc nous voyons bien qu'il s'agit d'un amas imposant auquel la Lune en Vierge fait face. Alors si ce n'était qu'une pleine lune classique, cela suffirait déjà à donner un caractère intense à cette configuration. Mais ici, nous avons affaire à une éclipse lunaire totale, qui vient obscurcir, masquer et en quelque sorte suspendre certaines des qualités que nous associons habituellement à la Vierge et à la Lune. Alors d'un point de vue symbolique, la Lune représente un pôle réceptif, et dans cette éclipse, ce côté passif se trouve amplifié par l'effacement de la lumière lunaire. La Lune en Vierge aurait normalement tendance à éclairer les détails, nous offrir une clarté analytique, un discernement précis et un sentiment de maîtrise sur les émotions. Mais cette fois-ci, ce n'est plus possible. La Lune en Vierge est éclipsée. Donc cela signifie qu'on ne peut plus attendre de l'extérieur, de ce qui nous est habituellement donné, cette clarté, cette lucidité. Elle ne viendra donc pas d'elle-même, et nous serons confrontés à un moment où il nous faut aller chercher cette lumière par nous-mêmes, par notre propre effort, par notre propre travail conscient. Cela change profondément la manière dont nous vivrons les mois à venir. Ces 6 prochains mois, nous ne pouvons plus compter sur des signaux externes clairs pour guider nos choix ou apaiser nos doutes. Tout ce qui vient de l'extérieur est enveloppé de flou, de confusion, et parfois même de désinformation ou de manipulation. Le nœud sud en Vierge exacerbe d'ailleurs les mauvais côtés du signe, une tendance à la critique stérile, à l'angoisse paralysante, au perfectionnisme qui empêche d'agir et à une hyper-rationalisation qui peut tourner en rond. En d'autres termes, si nous attendons passivement des réponses claires, eh bien nous risquons fort de ne jamais les voir venir. Alors vous me direz, que faire ? Eh bien cette éclipse ne nous invite pas à l'inertie, bien au contraire. Elle nous met au défi d'assumer activement ce travail de tri, de discernement et de clarification. Donc c'est à nous de ne pas gober aveuglément ce qui nous est servi, de ne pas avaler sans réfléchir les récits, les narratifs, les prêchis-prêchats qui pourraient nous être présentés. Nous devons au contraire examiner ce qui nous est donné, prendre le temps de vérifier les faits, de creuser au-delà des apparences et de voir ce qui se cache derrière les discours. La lune éclipsée nous rappelle que nous ne pouvons plus nous contenter de suivre un chemin balisé par autrui. Nous devons au contraire devenir les architectes actifs de notre propre lucidité. Et cet effort ne s'arrête pas au niveau individuel. Collectivement, nous sommes également face à une période où les influences extérieures sont nombreuses, puissantes et forcément déstabilisantes. Les messages qui nous parviennent peuvent sembler séduisants, bien intentionnés, mais s'ils ne sont pas examinés avec soin, ils risquent de nous embarquer dans des dynamiques qui ne servent
ni notre bien-être, ni nos valeurs, et encore moins notre futur collectif. Donc cette éclipse nous demande de rester critiques sans devenir cyniques, de nous méfier sans devenir paranoïaques, et surtout de ne pas céder à la peur ou à l'inertie. Alors si nous ne cédons pas à cette paralysie, nous pouvons prendre en main notre lucidité. Cette éclipse nous pousse à nous engager activement dans le processus de clarification, à ne pas attendre que quelqu'un d'autre nous montre la voie, mais à nous retrousser les manches et à faire ce travail nous-mêmes. Alors oui, c'est un défi exigeant, mais aussi une opportunité de reprendre notre pouvoir, d'exercer notre discernement pour nous préparer à aborder les mois à venir avec davantage de conscience, de clarté et de force intérieure. L'énergie des poissons, lorsqu'elle est pleinement et profondément intégrée, nous invite à une prise de conscience élargie, où les distinctions rigides entre soi et les autres s'estompent. Ce signe, à son sommet, tend vers une unité transcendante, celle d'un tout organique où chaque individu, chaque vie, n'est qu'une sorte de filament dans la vaste trame du vivant. Alors dans cette perspective, les divisions traditionnelles, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, sociales, perdent de leur sens, car au fond elles ne reflètent qu'une perception fragmentée de la réalité. Alors bien sûr, atteindre un tel niveau de compréhension et d'intégration n'est pas chose aisée. C'est un idéal qui demande à l'ego de s'effacer pour laisser place à une forme d'humilité. L'ego, ce moteur qui nous pousse à nous définir, à conquérir, à nous protéger, doit apprendre à se voir comme une simple particule dans l'immensité. Cet effort est presque surhumain. Alors si pour un individu, incarner ces énergies poissons peut sembler déjà inaccessible, que dire alors d'un collectif entier ? Nous en sommes encore loin, très loin de cette conscience globale. Alors cela ne signifie pas que l'effort soit vain. Avec le nœud nord en poisson, nous n'avons pas à atteindre cet idéal d'absolu. L'objectif est de s'en rapprocher, c'est-à-dire de tendre vers cet état de conscience où nous reconnaissons nos interconnexions et nos responsabilités mutuelles. Si chacun fait ne serait-ce qu'un tout petit pas dans cette direction, l'impact sur la conscience collective pourrait être considérable, car ce sont ces innombrables petits gestes, ces prises de conscience individuelles qui finissent par composer une mosaïque plus lumineuse pour l'ensemble. Mais bien sûr, ce potentiel se heurte à une réalité bien plus sombre, puisque dans l'agitation et la confusion ambiante, les voix qui dominent la scène, malheureusement, quel que soit leur camp ou leur posture, semblent toutes suivre un schéma similaire. Au lieu de tendre vers l'unité, elles poursuivent des intérêts étroits. Le profit, l'accaparement des ressources et l'affirmation de leur propre puissance. Alors bien sûr, la rhétorique peut varier, mais le but reste le même. Maintenir un système où quelques-uns contrôlent le sort de la majorité. Alors on entend des discours grandiloquents, on assiste à des manœuvres de communication bien huilées, mais derrière ce spectacle, rien ne change vraiment. Le jeu reste truqué. Alors quelle position prendre face à ce constat ? Certainement pas celle de la passivité, car l'abandon, l'inertie, c'est aussi se résigner à voir le même cycle se reproduire encore et encore. Cela dit, il ne s'agit pas non plus de jouer selon leurs règles. L'énergie des poissons, dans sa pureté, nous invite à une forme de déconditionnement radical. Sortir du jeu, c'est cesser de se laisser manipuler par les narratifs imposés, par ces opiums du peuple moderne, qui prennent la forme de slogans séduisants, d'idées reçues ou de grands mythes collectifs. En ce sens, ce déconditionnement peut ressembler à l'expérience de ceux qui sortent d'une secte. Il ne s'agit pas de rejeter tout en bloc, mais de reconstruire sa vision du monde, de reconsidérer ses valeurs et surtout de réinventer ses propres règles. Créer un nouveau jeu, c'est réapprendre à agir avec authenticité, avec un sens de la responsabilité partagée, plutôt que de perpétuer des schémas d'oppression et de division. Alors si nous sommes capables d'écouter cette énergie des poissons, de faire cet effort de dissolution des illusions et de reconquête de notre propre pouvoir intérieur, alors peut-être, je dis bien peut-être, commencerons-nous enfin à poser les premières pierres d'un monde plus juste et plus conscient. C'est en réalité ce que la prochaine conjonction entre Neptune et Saturne en Bélier peut nous proposer.
Et c'est là que nous pouvons mieux cerner ce qui se joue actuellement, et ce passage très particulier entre le dernier et le premier signe du zodiaque. Les poissons et le bélier, ce sont deux énergies totalement différentes et qui, de prime abord, peuvent sembler totalement incompatibles. Mais nous sommes en poisson, donc là, le boulot, c'est encore de prendre en compte cette notion de globalité, et cela, quels que soient les antagonismes apparents. Qu'est-ce qui pourrait en réalité relier ces deux énergies ? Celle de la fin et du début, de l'unité et de l'individu, de la dissolution et de l'élan créateur, du lâcher-prise et de l'action. C'est justement là tout le paradoxe que nous sommes invités à explorer. Cette transition n'est pas seulement une histoire de fin et de début, c'est en réalité une tentative de réconciliation de ce qui semble à première vue irréconciliable. Et vous voyez bien que c'est ici que réside toute la difficulté. Alors me direz-vous, comment faire pour commencer ? Eh bien peut-être en ayant une compréhension plus fine de la continuité. Les poissons ne sont pas uniquement la fin de quelque chose. Ils représentent la phase d'intégration, ce moment où nous digérons tout ce que nous avons traversé, appris, expérimenté, pour en tirer la quintessence. Cette quintessence, une fois assimilée, peut devenir la graine que le bélier peut semer. En d'autres termes, les poissons préparent le terrain en dissolvant l'ancien et en rendant possible de nouvelles fondations, tandis que le bélier s'appuie sur cette base purifiée pour impulser l'action nouvelle. D'ailleurs, ces deux énergies partagent une qualité essentielle, le courage. Les poissons, à leur manière, demandent un courage immense. Celui de se dépouiller, de lâcher les résistances, de traverser le flou et l'incertitude sans céder à la peur. Le bélier, quant à lui, exige un autre type de courage, c'est celui de se lancer, de prendre des initiatives, de faire face aux défis avec détermination pour sortir de sa zone de confort. Alors ensemble, ils nous enseignent que le courage peut se manifester sous des formes très différentes, mais qu'il est toujours une force nécessaire à la transformation. Alors face à cette opposition et à ce qui se joue actuellement par le prisme de notre société du spectacle, ou dirais-je même du grand guignol, que pouvons-nous faire ? Alors peut-être cesser de nous demander si nous sommes encore en poisson ou déjà en bélier et comprendre que l'un ne va pas sans l'autre, peut-être. Ou plutôt que de vouloir choisir entre dissolution et action, unité et individualité, lâcher prise et élan, nous pourrions essayer d'embrasser ces contrastes, de trouver un équilibre dynamique qui nous permette à la fois d'intégrer le passé et de nous propulser vers l'avenir. Cette période de transition, c'est l'occasion d'un véritable apprentissage, puisqu'elle nous invite finalement à sortir des cases rigides, à repenser nos façons d'agir et de réagir, à ne plus voir les énergies comme des opposés statiques, mais comme des forces complémentaires. Et peut-être qu'en faisant ce travail d'intégration, nous serons mieux préparés pour le grand renouveau que symbolise le bélier et qui, à l'image du degré Sabian, n'est pour le moment qu'un tout petit agneau, qui peut soit devenir un grand bélier, capable de sauter par-dessus la barrière dans un élan de véritable émancipation et de liberté, soit un tout petit mouton, de plus en plus enfermé dans son précaré et étouffant sous le poids des autres moutons, qui n'auront cure de se préoccuper de lui. Et cela, nous avons toujours le choix de décider lequel nous voulons incarner. Et si l'on vous dit que ce n'est pas vrai, alors par pitié, tournez les talons et prenez le large pour revenir vers votre centre. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner actuellement. D'ailleurs, si nous observons le maître de cette éclipse en Vierge, Mercure ici en Bélier, nous devrions avoir affaire à un mental qui, habituellement, fonce droit devant sans se poser de questions. Mais ici, Mercure est stationnaire, sur le point de rétrograder. Il s'apprête à faire marche arrière au lendemain de cette éclipse, et cette pause dans son élan change totalement la dynamique. Ce qui est habituellement spontané, direct, presque impatient, devient une invitation à réfléchir, à revenir sur ses pas. Donc on pourra déjà sentir l'énergie du retour, de l'introspection et de la grande révision. Alors à ses côtés, nous pouvons voir Vénus, elle aussi rétrograde, et qui vient ajouter une dimension plus intérieure. La planète nous pousse à réexaminer nos valeurs, à repenser nos relations, à voir ce que nous tenons pour acquis sous un nouvel angle,
Donc ici, Mercure et Vénus forment une sorte de tandem d'introspection, presque contemplatif, dans un signe pourtant connu pour son audace et sa franchise. C'est comme si le Bélier était prié de se calmer, de ralentir et de regarder en arrière avant de continuer. Donc ce n'est pas une invitation à l'inaction, mais bien à une action plus réfléchie et plus alignée avec ce que l'on ressent profondément. D'ailleurs, cet ajustement ne se fait pas seul. Mercure en Bélier est également sous la gouvernance de Mars, qui se trouve actuellement en Cancer. Donc là encore, les choses ne coulent pas de source. Mars en Cancer est en chute, donc pas à l'aise du tout. Ce guerrier, d'ordinaire si sûr de lui, est ici beaucoup plus vulnérable, plus émotif, presque sur la défensive. Cela teinte l'énergie de Mercure d'une instabilité émotionnelle. Ce qui pourrait être une parole tranchante ou une décision nette devient chargé d'émotions, de doutes, de réactivité. Ajoutons à cela le fait que Mars lui-même est sous l'influence de cette éclipse en Vierge, et l'on comprend pourquoi cette période est marquée par tant de confusion, tant de brouillard. Donc ce n'est pas un moment où les choses se révèlent facilement, bien au contraire. Il faut aller les chercher, les clarifier et les dégager de tout ce qui les obscurcit. Il est également important de souligner que ce Mercure en Bélier est au sextile décroissant de Jupiter en Gémeaux. Cet aspect fluide peut suggérer une certaine facilité dans la communication, dans la diffusion des idées, mais n'oublions pas que Jupiter en Gémeaux est en exil, ce qui ne garantit ni la clarté ni la profondeur des informations transmises et reçues. Au contraire, il peut exagérer, disperser, amplifier des idées qui manquent de structure. N'oubliez jamais qu'un aspect bleu est un aspect facilitant. Cela ne veut pas dire que fondamentalement, il est positif. Il faut le prendre dans un contexte global. Alors ici, il peut alimenter le flot d'informations, mais pas nécessairement de manière constructive. Donc cela peut conduire à des excès dans la communication. Il y a une diffusion de messages qui, au lieu d'éclairer, ajoute encore à la confusion ambiante. Alors là où ça devient intéressant, c'est que Mercure et Vénus, dans ce contexte, agissent presque comme des guides. Ils nous disent « oui, vous pourriez foncer, mais pourquoi ne pas prendre le temps de réfléchir avant ? Pourquoi ne pas vous demander si cela en vaut vraiment la peine ?» Et avec cette rétrogradation imminente de Mercure, il y a cette opportunité de corriger le tir, de revoir nos priorités, et bien sûr, de mieux comprendre ce qui nous motive vraiment. Donc que nous le voulions ou non, nous allons être poussés à ralentir, à poser des questions, à réexaminer nos valeurs et nos paroles. Donc méfions-nous des décisions prises sur un coup de tête, des idées qui semblent brillantes sur le moment mais qui pourraient se révéler très mal pensées une fois la poussière retombée. Il y a un appel à la vigilance, à la patience et a fortiori un retour nécessaire à soi. Et dans une période aussi chargée d'incertitudes et de tensions, cette approche réfléchie pourrait être notre meilleur atout. Alors pour conclure, parlons d'Uranus, ici toujours en Taureau, donc sous la maîtrise de Vénus rétrograde. Vous savez que cette planète, symbolisant l'émancipation et la liberté, reste attachée à des notions de matière, de ressources, de valeurs concrètes. Dans ce signe, Uranus nous pousse à repenser nos fondations. Que signifie être libre lorsque nos besoins matériels nous tiennent enchaînés ? Peut-on se libérer de l'attachement à la possession, au territoire, aux biens ? Alors collectivement, cela se traduit par des tensions liées aux ressources naturelles, aux questions environnementales, aux injustices économiques. Uranus en Taureau tend à vouloir dépasser les limites de la nature elle-même et chercher à réinventer la manière dont nous utilisons nos ressources et dont nous vivons sur nos territoires. Et c'est bien ici que réside une contradiction cruciale. Cette quête de liberté et de transformation s'opère au détriment d'un équilibre fragile. Si nous n'y prenons pas garde, cette énergie peut incarner l'ultralibéralisme à son paroxysme, voire un libertarisme sauvage qui ne respecte ni les frontières des autres, ni les rythmes naturels, et encore moins les besoins collectifs. Il y a ici une leçon essentielle. La liberté totale est une illusion. Elle n'existe pas dans un monde de matière où nous sommes par nature interdépendants. Alors se battre pour une liberté dénuée de cadre ou de responsabilité revient à se jeter dans un chaos destructeur. Et pourtant, c'est une tendance que nous observons.
notamment avec la montée de courants qui prônent une émancipation débridée, mais qui se heurte à la réalité de nos interdépendances, tout comme de nos limites naturelles. En d'autres termes, la liberté véritable n'est pas l'absence de limites, mais la capacité à naviguer au sein d'un cadre clair et juste, en respectant les droits des autres et les équilibres de notre écosystème. Donc, les équilibres de la vie elle-même. Alors, dans ce ciel, Uranus est plutôt bien relié à cette éclipse. Il est bien relié au nœud lunaire. Ces aspects fluides montrent qu'un dialogue est possible entre cette quête de liberté et les valeurs collectives ou spirituelles représentées par le nœud nord en Poisson. Cela dit, l'obscurcissement de la lune en Vierge avec le nœud sud complique la donne. Le discernement, la clarté mentale, et donc la capacité à établir des structures rationnelles, sont ici temporairement absents. Donc nous devons redoubler d'efforts pour ne pas sombrer dans l'illusion qu'une liberté sans règles soit une solution viable. Alors que faire face à ce dilemme ? Il ne s'agit pas de rejeter l'élan uranien, mais de l'inscrire dans un cadre nouveau. Uranus en Taureau nous invite à réévaluer nos priorités matérielles, à réfléchir à ce que nous possédons et pourquoi. Il nous invite aussi à trouver des solutions collectives pour un monde plus équitable, mais cela ne peut se faire qu'en acceptant certaines contraintes, en établissant des règles qui protègent à la fois la Terre, ses ressources, ses habitants. Ce n'est qu'en intégrant cette conscience des limites que la liberté trouve un sens véritable. Donc nous sommes bien à un carrefour où la tentation est grande de tout rejeter en bloc, les cadres, les normes, les responsabilités. Mais si nous nous débarrassons de tout sans discernement, nous risquons de perdre ce qui nous permet justement de nous élever. La véritable liberté, celle qui émancipe réellement, et celle qui comprend que tout a un coût, que tout est lié, et que l'indépendance personnelle ne doit pas se faire au détriment du collectif. Donc en ce sens, Uranus en Taureau est un maître exigeant, mais nous pousse à nous confronter à cette réalité. Pour être vraiment libre, nous devons accepter de nouvelles règles, de nouvelles structures, qui ne briment pas, mais qui soutiennent et respectent la complexité du monde dans lequel nous vivons tous. Alors pour intégrer la lame de la justice dans l'analyse de cette éclipse, il est essentiel avant tout de réfléchir à ce qu'elle incarne dans un moment aussi chaotique. Cet arcane symbolise l'impartialité, la quête d'équilibre. Elle nous rappelle que des règles claires, respectées par tous, sont indispensables pour maintenir une société cohérente. Et pourtant, aujourd'hui, nous constatons une érosion de ces principes fondamentaux, des jugements qui semblent fluctuants, des normes appliquées à géométrie variable, des lois qui favorisent certains au détriment d'autres. Tout cela mine la confiance collective et alimente un climat de division, de confusion et de méfiance. Alors face à cela, la justice doit agir comme une boussole. Nous montrer que la véritable équité ne consiste pas à accumuler des lois de plus en plus complexes, mais à revenir sur des bases simples et justes. Cela implique de se libérer des influences extérieures qui biaisent les décisions, et cela qu'elles viennent de pressions économiques, politiques, idéologiques. En d'autres termes, la justice nous invite à un retour à l'intégrité, à une indépendance de pensée et d'action. Cette indépendance est cruciale puisqu'elle garantit que les décisions sont prises en toute conscience et avec un souci réel de l'intérêt commun. Dans le contexte de cette éclipse, la justice nous pousse à reconsidérer nos systèmes, nos structures, nos façons de juger. Elle souligne que les règles ne peuvent pas être écrites pour quelques-uns seulement, elles doivent être suffisamment robustes pour s'appliquer à tous, sans favoritisme ni discrimination. Ce travail de refonte est nécessairement exigeant puisqu'il demande à regarder en face toutes nos incohérences, de les admettre et de s'engager dans une démarche de reconstruction beaucoup plus honnête. Cette éclipse, par son intensité et son impact, nous offre une opportunité de remettre à plat nos fondations. La justice n'est pas qu'une question de loi ou de tribunaux, c'est aussi une valeur intérieure. Donc si nous voulons qu'elle guide nos sociétés, nous devons d'abord l'incarner dans nos propres vies pour commencer. Nous devons par exemple apprendre à nous juger nous-mêmes avec équité, à reconnaître nos erreurs sans nous condamner et à nous diriger vers un équilibre personnel qui reflète les idéaux que nous souhaitons voir autour de nous. En fin de compte, cette justice nous invite à repenser ce que signifie être juste.
Ce n'est pas une simple question de contrôle ou de sanction, mais de vision claire, de décision transparente et d'un respect sincère de l'autre. Dans une période où tant de repères vacillent, elle peut nous offrir une voie pour restaurer la cohérence et la confiance. C'est là le véritable défi de cette éclipse. Une justice véritablement indépendante, c'est-à-dire qui ne se laisse pas manipuler, et qui peut devenir un pilier pour un avenir digne de foi. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, ne vous a pas semblé ni trop dense ni trop complexe. Nous sommes en train de traverser des énergies qui, si elles ne sont pas abordées avec vigilance, peuvent véritablement très facilement nous submerger, mais qui peuvent aussi, pour peu que nous leur donnions un peu de notre attention consciente, nous offrir des ouvertures incroyables sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Acceptons nos doutes, nos fragilités, celles des autres également, même si ce n'est pas toujours facile. Donnons-nous une chance de traverser ces moments d'incertitude avec plus de légèreté et de clarté. Et je rajouterai surtout, ne sous-estimons jamais la force de l'humour. Parce que parfois, rire face à l'absurde peut être notre meilleure réponse. Dans tous les cas, je vous remercie d'avance pour vos commentaires, vos partages, vos questions. Cet espace de dialogue est vraiment précieux, car ensemble, nous pouvons approfondir ces réflexions et faire émerger des perspectives nouvelles et enrichissantes. Donc vraiment, allez-y. Permettez-moi de vous souhaiter une éclipse tout en maîtrise et en lâcher prise. C'est vrai que dit comme ça, c'est une gageure, mais faisons de notre mieux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.